commencer, donc le sujet du webinaire, comme vous le savez, traite essentiellement des projets digitaux et non pas des aspects techniques, informatiques, de développement, mais vraiment des aspects connexes qui peuvent influencer sur la valeur de vos projets. Donc il y a notamment les aspects juridiques, fiscaux, comptables, ce genre de choses, enfin, plein de petites choses qu'il est bon de connaître maintenant plutôt que trop tard. Voilà, donc c'est l'enjeu de ce webinaire, c'est simplement vous faire connaître ces informations-là et que vous puissiez les utiliser. Tout d'abord, j'aimerais savoir parmi ceux qui sont arrivés, quelle est votre profession, enfin votre rôle dans les projets digitaux? Est-ce que vous êtes développeur, chef de projet, entrepreneur, conseil? Est-ce que vous pouvez me dire, donc via le chat toujours, à peu près quelle est votre casquette? Ça me permettrait un peu de cibler le contenu et ne pas forcément faire des digressions qui ne vous intéresseraient pas. Donc entrepreneur. Bon, vous êtes timide hein, aujourd'hui, je trouve. Pas beaucoup de réponses, pas beaucoup de retours. Est-ce que vous avez tous trouvé la chatbox sur votre droite? C'est plus sympa quand c'est vivant. Conseil montage de projet, très bien. Donc un entrepreneur, un conseil montage de projet, un porteur de projet, IMO digital, très bien. Ok. Si on a d'autres qui veulent se manifester, n'hésitez pas. Après, je peux comprendre que vous soyez timide, mais vous pouvez aussi envoyer des messages en mode privé si vraiment vous voulez garder l'anonymat par rapport à tous ceux qui peuvent participer. N'hésitez pas. Bon, écoutez, on va faire avec ce que j'ai pour l'instant. Peut-être que vous allez vous dériver ensuite. Ok, bon, écoutez, je vais commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Donc, sur ce webinaire, on va parler de 4 choses importantes, donc 4 stratégies, notamment à développer dans les projets digitaux. Donc, tout d'abord, on va regarder quelle est l'importance du contexte pour anticiper et éviter certains travers, notamment cadrer les projets, parce qu'il peut y avoir sur les décisions que vous prenez dès le départ des impacts ensuite que vous n'avez pas forcément anticipés. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant et en fait rarement connu, notamment des entrepreneurs. Ensuite, le deuxième point, ça va être comment protéger et est-ce qu'on peut protéger la valeur d'un projet digital et comment. Le troisième point, c'est comment créer plus de valeur à partir de ce projet. Donc là, normalement, pour ce qui est des entrepreneurs, vous allez toucher à des choses que vous connaissez déjà. Et ensuite, c'est comment valoriser le projet lui-même. Voilà, donc ça, c'est les 4 points qu'on va aborder lors de ce webinaire et qu'on va décliner donc, tout au long de la séance. On va commencer par le premier point, sans surprise. Mais tout d'abord, pour filtrer un petit peu, pour ceux qui, voilà, ne pas vous faire perdre de temps, ceux qui vont tirer bénéfice de ce webinaire sont évidemment les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans un projet digital, si possible qui a une responsabilité dans ce projet, histoire d'avoir au moins un degré d'influence sur ce projet-là, sinon ça peut être frustrant. Que vous aimeriez développer aussi ce projet et en fait qu'il rencontre un succès, bien évidemment, c'est mieux. Et si vous voulez surtout anticiper d'éventuelles mauvaises surprises et qui sont liées notamment à certaines zones d'inconfort pour les entrepreneurs, les chefs de projet et tous ces sujets un petit peu abscons qui touchent le juridique, le fiscal et compagnie et qui peuvent parfois poser problème. Voilà, donc si vous êtes touché par ces problématiques, vous devriez trouver un intérêt à ce webinaire, autrement, je ne garantis rien. Voilà. Donc, dans l'audience, il y a peut-être des personnes qui peuvent se reconnaître là. Donc, il peut y avoir des développeurs. Donc là, c'est vraiment des clichés, il ne faudra pas le prendre pour vous. Donc, des développeurs un peu dans leur garage, entre guillemets, comme on dit, qui développent des projets en freelance ou pour des startups, enfin bref, dans différents cas de figure. Donc, alors, si Monsieur Christophe n'a pas de son, montez le son. Je l'écris au cas où il n'entend vraiment pas. Voilà. Bon, j'espère que... Dites-moi si vous m'entendez, sinon manifestez-vous. Voilà, excusez-moi, petit souci technique pour un auditeur. Donc, je peux avoir des développeurs dans cette assemblée.
des entrepreneurs. Donc là, c'est pareil, une image de hipster un peu cliché, mais voilà, donc des entrepreneurs, des startups. Après, il peut y avoir des conseils, il fait tout métier en fait qui gravite autour du digital, des designers, donc UX design, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs types de personnes qui peuvent être intéressées par ce webinaire. Donc si vous en faites partie, je pense que ça devrait aller. Donc à la fin du webinaire, l'intérêt, c'est que normalement vous aurez une vue plus large et stratégique sur vos projets, qui sont digitaux évidemment, hein, mais au-delà des aspects techniques et informatiques, je ne vais pas vous apprendre à développer ou à mettre en œuvre votre projet dans ce webinaire, c'est pas du tout l'objectif. Vous saurez aussi comment générer plus de valeur avec ces projets, justement en prenant parti de ce qui n'est pas technique et informatique. Et logiquement, vous devriez avoir les moyens de réaliser certaines économies que vous pourrez anticiper du coup, et puis gagner du temps et en crédibilité aussi dans les affaires. Puisque si vous envisagez déjà ces aspects juridiques, fiscaux, comptables, quand vous serez avec un interlocuteur financier, un investisseur, des futurs associés, des conseils, peu importe, vous devriez gagner un petit peu en étoffe critique, entre guillemets. Enfin, vous pourrez appréhender des enjeux sur votre projet que vous n'avez peut-être pas en tête aujourd'hui à ce jour. Donc voilà. Donc qui suis-je en 2 mots? Je ne vais pas non plus m'éterniser. Donc je suis Sylvie Gamet, je dirige 2 sociétés, donc Novo Innovation et une filiale de Novo qui s'appelle Finantis Value. Donc en gros, j'accompagne des porteurs de projets, des entreprises dans le développement et la valorisation de leurs projets innovants, alors qu'ils peuvent être digitaux ou pas, mais généralement il y a souvent quand même une composante technologique. Et donc je publie régulièrement des articles, que ce soit dans certains médias ou sur LinkedIn, et c'est peut-être via ce biais notamment que vous avez pu me croiser, me connaître, puisque j'ai essentiellement diffusé ce webinaire auprès de mon réseau, donc, que ce soit clients, réseaux sociaux, partenaires, etc. Donc normalement, vous devez me connaître de près ou de loin déjà. Donc voilà, c'était bref. C'était ma biographie en 2 secondes. Donc pour le webinaire, donc déjà j'avais une petite question à vous poser en entrée, c'est est-ce que vous connaissez, pour ceux qui ont un projet digital en cours, la valeur de ce que vous vous ingéniez à développer en ce moment? Donc utilisez le chat pour me dire est-ce que vous avez une idée ou pas du tout de la valeur que votre projet a. Alors, valeur financière, hein, j'entends. Si vous deviez le vendre demain par exemple, est-ce que vous avez une idée de quelle valeur il peut avoir? Qu'est-ce que vous pourriez réclamer entre guillemets? Donc n'hésitez pas à faire usage du chat. Merci. Donc pas du tout pour David. J'espère que Christophe a pu régler son problème de son. En tout cas, il ne m'a pas répondu, mais j'espère. Donc David, pas d'idée. Est-ce que d'autres personnes ont... Alors, après, j'ai peut-être pas forcément des gens qui sont sur des projets digitaux actuellement. C'est peut-être là que le bas blesse. Bon, bah écoutez, ok. On va essayer justement d'affiner un petit peu cette appréciation de la valeur ensuite. Donc, pour ceux qui connaîtraient la valeur, ou en tout cas qui ont une vague idée de ce que pourrait être la valeur d'un projet, est-ce que vous savez comment on peut optimiser cette valeur? Donc, compte tenu des réponses que j'ai en face de moi, c'est difficile de cibler. Donc, si David n'a pas du tout d'idée, par exemple, de la valeur de son projet, est-ce que néanmoins vous avez des idées de comment vous pourriez augmenter cette valeur que vous ne connaissez pas? Une petite idée ou pas? Le silence règne. Non, ok. Bon, alors j'espère vous apporter quelques briques justement pendant le webinaire et j'espère qu'elles intéresseront aussi ceux qui ne se manifestent pas. Alors, du coup, la première chose à savoir sur les projets digitaux, et notamment sur, c'est un peu comme les brevets, etc., c'est que ce sont des actifs. En fait, ce que vous produisez, du point de vue comptable, c'est vraiment assimilé à des actifs. Alors, on dit immatériel, donc les actifs en comptabilité, ça peut être les machines, le mobilier de votre bureau, etc. Et les actifs immatériels, ça va être tout ce qui est justement logiciel, brevet, projet de R&D par exemple.
etc. Donc tout ça peut constituer des actifs de l'entreprise et donc du coup se répercuter dans le bilan comptable de la société et rentre aussi dans la valeur de l'entreprise. Par exemple, quand on doit évaluer quelle est la valeur d'une entreprise que l'on veut vendre, céder, etc. Quand on veut vendre son capital, ce sont des actifs qui sont à considérer dans la valeur de la société. Donc c'est dans ça que c'est intéressant, puisque justement, notamment pour les startups, leur valeur réside essentiellement dans ces actifs immatériels. Donc les startups du digital ont tout intérêt à développer la valeur de ce qu'elles développent, au-delà, on va dire, du simple code que l'on peut imaginer sur les projets digitaux. Il y a encore d'autres choses à considérer. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, l'idée, c'est de franchir justement ces barrières métiers, donc au-delà de l'informatique, pour devenir un vrai stratège, avoir une vision un peu à 360 degrés des projets, en incorporant des briques qui sont moins sympas généralement pour les gens du métier, c'est-à-dire juridique, fiscal, etc. Pour justement avoir ces clés en main et puis avoir de bonnes pratiques au départ pour mieux valoriser les développements ensuite et anticiper certaines décisions qui peuvent avoir des impacts financiers. Voilà, notamment quand on est entrepreneur solo. Donc on va voir 4 axes, comme je disais tout à l'heure: cadrer, protéger, exploiter, valoriser. Ce sont les 4 piliers de ce webinaire. Alors sur le cadrage, premier point, c'est que généralement on a 4 groupes de situations. On a le développeur qui est tout seul, qui n'a pas de société, mais voilà, qui peut développer au coup par coup sur des projets, des morceaux de logiciels, voire des logiciels complets. Donc quand je dis logiciel, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des applications, des sites web, des plateformes, des programmes. Voilà, ça peut être très très vaste. Donc vous avez l'entrepreneur solo, entre guillemets, mais qui n'a pas encore créé de société. Vous avez l'entrepreneur qui s'est déjà constitué en entreprise individuelle. Et ensuite, quand on est plusieurs, soit on est plusieurs, mais il n'y a pas réellement de société aujourd'hui, mais pourquoi pas? C'est un projet que vous pouvez envisager. Mais ce n'est pas encore d'actualité, et puis sinon vous avez déjà constitué en société. Donc c'est un peu les 4 cas de figure que l'on peut rencontrer. Et selon ces 4 cas de figure, il y a des impacts juridiques, fiscaux, qu'il est bon de connaître en fait. Donc pour le premier cas, vous êtes un développeur tout seul, et vous n'avez pas de société instituée, donc pas de SAS, pas de... enfin rien, aucune société, vous n'avez rien déclaré. Donc dans ce cas de figure, vous êtes propriétaire de tout ce que vous développez vous-même à titre de personne physique. Donc tout le code que vous pouvez produire, vous en êtes le propriétaire. Donc dans ce cas-là, ce qui est important de faire, c'est de protéger vos droits pour les faire reconnaître ensuite, quand vous êtes en négociation, quand vous discutez par exemple avec de potentiels partenaires, de potentiels associés, pour créer ensuite une activité ou simplement pour vendre votre code. Il est intéressant là de protéger vos droits. Donc la protection des droits, on va en parler en deuxième volet. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir en tête. Alors là où il peut y avoir un impact financier souvent ignoré, c'est généralement quand on veut justement céder. Alors quand on dit céder, ça peut être vendre son logiciel ou bien l'apporter au capital d'une société, une start-up par exemple, qui va vouloir le développer commercialement. Donc là-dessus, il faut savoir que quand on est personne physique et qu'on n'a pas déclaré son activité au sein d'une société, vous allez être redevable auprès du fisc d'un impôt sur le produit qui a été généré par la transaction. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons que vous ayez développé un petit bout d'application, vous êtes en société, mais vous l'apportez, vous avez trouvé, je ne sais pas, un commercial qui veut créer sa start-up grâce à votre logiciel et vous voulez vous associer, créer une start-up ensemble. Dans ce cas-là, vous allez apporter votre logiciel normalement à la société pour qu'elle l'exploite. Donc ça, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, on va définir donc un prix, un montant de l'apport. Donc dans ce cas, imaginons que ce soit 30 000 € et que vous ayez développé cette application sur votre temps libre, que vous n'avez pas été rémunéré pour ça. Eh bien, le fisc peut être en droit d'estimer que le produit qui a généré la transaction, c'est justement ces 30 000 € et va vous demander un impôt tout de suite à payer sur ce montant-là. Donc c'est une portion de ce montant-là, ou alors sur les impôts sur les revenus. En tout cas, ça peut être un montant considérable qu'on n'a pas forcément anticipé, d'autant qu'on n'est pas forcément rémunéré à côté. Voilà, donc ça c'est vraiment à anticiper pour les entrepreneurs solo.
entrepreneur, développeur solo. Donc, c'est le cas si vous voulez l'apporter au capital d'une société, mais c'est aussi le cas si vous vendez simplement votre application à une société. Voilà, ce que vous avez gagné potentiellement, donc déduit, en fait, c'est la plus-value. Donc, ce que vous avez gagné avec cette transaction, moins les frais que vous pouvez déduire, mais qui sont justifiés par des factures, peut faire l'objet, enfin, devrait faire l'objet d'une imposition. Donc ça, c'est important de savoir, parce que ça a des répercussions financières souvent importantes pour les entrepreneurs de cette catégorie. Donc l'autre option, bien sûr, c'est de ne pas vendre ou de ne pas apporter tout de suite le logiciel dans la société. Ça vous évite, entre guillemets, de payer cet impôt tout de suite quand vous n'avez pas les moyens. Et dans ce cas-là, vous pouvez imaginer de concéder une licence d'exploitation en attendant de faire plus, quoi, de céder vos droits. Et dans ce cas-là, vous pouvez toucher des revenus de licence, et ces revenus de licence, à ce moment-là, tous les revenus doivent être déclarés dans votre déclaration de revenus. Donc, il est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, voilà les incidences quand le développeur n'est pas structuré en société. Donc, tout passe par la personne physique, et des impôts peuvent être demandés dès qu'il y a une transaction de type cession, donc vente ou apport au capital d'une société. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, il y a du cash à prévoir dans ces cas-là. Voilà pour ce premier cas. N'hésitez pas à me poser des questions en live, si vous le souhaitez. J'arrive à les lire et donc j'essaie de rebondir en même temps. Pour le deuxième cas, c'est que vous êtes plusieurs de ces développeurs un petit peu solo, mais vous travaillez ensemble autour d'un projet. Et peut-être que vous créerez une société plus tard, mais bon, comme vous ne savez pas réellement jusqu'où vous allez pouvoir développer, jusqu'où vous allez pouvoir vous engager sur ce projet-là, finalement, vous retardez cette décision. Donc, à ce moment-là, quand il n'y a pas de statut particulier, la propriété des droits sur ce que vous développez ensemble est floue. Et donc, source de conflit pour plus tard, et c'est là que c'est gênant. Donc, vous êtes copropriétaire, ça c'est sûr. Seulement, voilà, à quelle hauteur? Qui a développé quoi? Quelle est la valeur du code qui a été développé par chacun? Est-ce qu'on peut estimer que quelqu'un qui développe du code en front office, en middle office ou en back office a le même poids? Est-ce que celui qui développe l'algorithme, par exemple, dans une application qui en contient un, a le même poids que celui qui va faire, je sais pas, la vitrine HTML de la plateforme? Enfin, voilà, tout ça, voilà, ça peut être sujet à conflit, vous l'imaginez bien pour ceux à qui je ne parle pas chinois. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Alors comment on fait? On contractualise, si possible au plus tôt, un accord de copropriété qui va définir finalement les parts de chacun. Alors c'est pas forcément lié au code, etc. Ça peut être simplement d'un commun accord. Par exemple, vous êtes trois et vous dites, bon, chacun on a 33%, et puis voilà, ça peut être un accord comme ça. Mais en tout cas, l'idée c'est de se mettre d'accord au départ pour pas qu'il y ait ensuite, en tout cas pour diminuer le risque de conflit. Si la contractualisation n'est pas quelque chose qui vous convient dans un premier temps, parce que justement, vous n'avez pas de visibilité, par exemple, ou que ce n'est pas dans votre culture, simplement, alors des fois, je dirais il faut faire violence, mais bon, si ce n'est pas le cas et que c'est vraiment pas envisageable, l'idée, c'est de suivre les développements et de savoir retracer ensuite qui fait quoi, qui a fait quoi. Comme ça, il y a toujours en fait une base factuelle qui permet peut-être de régler les conflits qui peuvent se présenter plus tard. Donc, ça, c'est le premier point, essayer de contractualiser quelque chose, en tout cas d'acter quelque chose entre vous. Et ensuite, donc après, vous pouvez patienter un peu, mais vous pouvez officialiser l'association à un moment donné. Donc, soit vous créez une société parce que vous envisagez de le développer vous-même et que ça se justifie. Vous pouvez aussi créer une association, hein, pourquoi pas, si vous n'avez pas de but lucratif. Vous pouvez aussi donc faire ce contrat de co-développement entre plusieurs entreprises individuelles. Donc là, je vais reboucler ensuite avec l'entreprise individuelle. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons de contractualiser les choses et qui permettent de clarifier un petit peu les relations entre les différents développeurs. Donc voilà, et ensuite, le moment venu, vous pouvez imaginer d'apporter le logiciel dans la société qui exploitera commercialement le logiciel. Donc soit l'apporter en apport au capital, soit concéder une licence, de la même façon que je l'ai expliqué pour le précédent cas. Troisième cas de figure. Donc, on est entrepreneur individuel et on a déclaré son activité auprès de l'administration. Donc, on est sous forme d'entreprise individuelle. Donc là, vous pouvez le faire, cette activité déclarée. Il n'y a pas forcément lieu d'être rémunéré ou non, lucratif ou pas. Il n'y a pas spécialement d'incidence, mais vous avez déclaré votre activité. Donc, l'intérêt de le faire, c'est que déjà,
vous restez propriétaire évidemment du code que vous produisez, enfin, du projet que vous produisez, donc à titre personnel et aussi au titre de l'entreprise si vous affectez ce que vous avez développé au patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle. Donc si la valeur est supérieure à 30 000 euros a priori de ces projets-là, il faut savoir que généralement cette évaluation financière nécessite l'intervention d'un professionnel pour justifier simplement de ce montant-là. Ensuite, là où c'est intéressant de le faire plutôt que de rester développeur dans son garage, entre guillemets, sans se déclarer, c'est que quand vous faites cette affectation de valeur à votre projet digital, donc vous lui donnez une valeur et que vous l'intégrez donc au patrimoine professionnel, donc finalement une sorte de capital de votre société individuelle, eh bien ce n'est pas un événement fiscal, autrement dit. Voilà, le fisc ne va pas venir vous embêter, entre guillemets. Hein. Ils ne vont pas considérer qu'il y a un produit de cession à ce stade-là. C'est entre vous et vous. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant de le faire. C'est une façon de valoriser votre projet digital sans avoir une incidence financière personnelle. Donc ensuite, l'intérêt aussi de ce statut, c'est qu'il permet d'encadrer, bien sûr, la perception de revenus. Donc si vous concédez une licence, si vous vendez votre logiciel ensuite, tout peut passer par l'entreprise individuelle. Et c'est quand même plus intéressant que d'être imposé, par exemple, tout de suite sous le format du particulier et sur l'impôt sur le revenu. Il y a des choses à faire plus sympa quand on est sous forme d'entreprise. Et donc si vous cédez ensuite, si vous envisagez de céder ce projet digital à une autre société ou de créer une société dédiée pour exploiter, l'acte de cession là, que vous allez faire, en fait, ça va être un acte de cession total ou partiel d'actifs. Et donc, en plus, à ce niveau-là, pour l'entreprise individuelle, il y a des aides, comment on peut dire, des mesures fiscales qui sont plutôt favorables et qui permettent de limiter l'impact financier pour l'entrepreneur individuel. Donc c'est vraiment un statut qui est intéressant d'étudier quand on est développeur dans son coin, qu'on est freelance ou qu'on fait des projets pour soi et qu'on a envie d'exploiter plus tard. Ça peut être une bonne façon de cadrer son activité. Dernier cas, donc aussi répandu, hein, la société, donc déjà instituée, qui développe ses projets digitaux. Donc là, finalement, c'est les droits de propriété intellectuelle qui changent. C'est-à-dire que là, ça n'appartient plus aux personnes physiques, mais à la personne morale, la société. Mais attention, ce n'est pas par défaut. C'est-à-dire que s'il y a des éléments contractuels qui démontrent le contraire, et là je vais expliquer pourquoi, s'il y a des éléments contractuels qui démontrent finalement qu'il n'y a pas eu, par exemple, un stagiaire qui a cédé ses droits, un graphiste qui a cédé ses droits à la société, etc., parce que vous avez sous-traité une partie finalement du projet digital, et bien dans ce cas-là, ces personnes-là peuvent très bien revenir vers vous en disant attendez, je n'ai pas cédé mes droits, il faudrait que vous me rémunériez davantage si vous voulez que je vous les cède. Donc il peut y avoir des conflits potentiels cachés qui vont survenir ultérieurement, surtout en cas de succès, je ne vous le cache pas. Si vous n'avez pas de succès, on ne va pas forcément vous embêter. Mais si vous avez un projet qui rencontre du succès et que ces clauses-là n'ont pas été bien clarifiées, donc dans les contrats de travail, dans les contrats de prestation, donc avec des développeurs, avec des graphistes, avec des designers, peu importe, ça peut avoir une incidence plus tard, donc un risque juridique finalement, voire judiciaire. Donc là, il est important de bien verrouiller ces droits de propriété intellectuelle pour être sûr que tout votre projet digital appartient bien à la société. Donc il faut verrouiller ces droits-là. Donc ça, c'est important. Et puis donc, quand on envisage la cession, donc la vente ou l'apport au capital de ce projet digital, là, c'est pareil que dans l'entreprise individuelle. Hein, vous réalisez finalement une cession totale ou partielle d'actifs et tous les frais vont être supportés finalement par l'entreprise. Si elle est imposée à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice qu'elle va faire va se répercuter au niveau de cet impôt-là, mais il n'y aura pas d'incidence personnelle au niveau des dirigeants ou des développeurs. Donc là, c'est quand même intéressant aussi à ce niveau-là. Donc voilà les différents cas de figure pour cadrer l'activité autour des projets digitaux. Et comme vous le voyez, au niveau des droits de propriété intellectuelle, il peut y avoir une incidence. Donc soit c'est la personne physique qui est propriétaire, soit c'est la société. Et surtout au niveau, on va dire, juridique, dès que vous voulez faire quelque chose de projet digital, l'apporter à une société ou le vendre, il peut y avoir une incidence financière liée à des impositions. Donc il est important à ce niveau-là de bien anticiper ces choses-là. Donc voilà l'intérêt de ce premier pilier. Donc si je poursuis, en conclusion,
la meilleure stratégie, entre guillemets, qu'on peut imaginer. Donc si vous êtes un entrepreneur, développeur solo, que vous déclarez votre activité sous forme d'entreprise individuelle pour exploiter votre logiciel, c'est a priori une bonne façon de faire. Ça ne coûte pas grand-chose, donc à part déclarer son activité, et ça permet de cadrer quand même davantage les choses et de bénéficier éventuellement de mesures fiscales avantageuses dans le cas où vous vouliez exploiter, vendre, céder ce projet-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau des droits de propriété intellectuelle, donc s'assurer que la propriété est claire, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, de conflit potentiel pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc assurer que les décisions qui sont prises ne menacent pas ces droits. Ensuite, de bien structurer votre projet en fonction des développements futurs que vous pouvez anticiper, puisque ça peut générer des économies fiscales, comme on l'a vu. Hein, éviter de payer des impôts et d'avoir à sortir du cash qu'on n'a pas. Et bien entendu, toutes ces mesures-là sont vraies pour les développements de solutions lourdes. Hein. Si vous faites un site vitrine, un site WordPress ou quoi, on n'est pas du tout dans le même niveau de valeur. Donc, il n'y a pas ces incidences-là qui sont aussi importantes. Donc, c'est plutôt voilà, quand vous êtes engagé dans des projets digitaux avec d'une bonne dimension. Et donc, si vous envisagez une cession ensuite, donc une vente ou un apport au capital dans une société de cette solution digitale, donc dans ce cas-là, généralement, il faut réaliser une évaluation financière pour avoir un dossier bien argumenté, qu'on ne vous cherche pas d'ennui ensuite. Et c'est surtout vrai en cas d'apport. Dans le cas d'une vente, c'est généralement d'un commun accord, on peut négocier. Après, on peut avoir besoin d'avoir une idée quand même extérieure, mais dans le cas d'un apport, souvent, on doit faire appel à un commissaire aux apports qui doit valider la valeur, et pour ça, il faut lui fournir une valeur. Et souvent, c'est pas forcément évident de la déterminer comme ça à froid quand on ne connaît pas spécialement ces méthodes. Donc voilà pour la première partie. Donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez trouvé, vous, des informations utiles que vous ignoriez, que vous pourriez réutiliser? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je ne vous ai pas endormi? Dites-moi. Toujours pareil, hein, il y a une chatbox normalement sur votre droite. Ça dépend du support que vous avez. On m'a reporté sur un webinaire précédent que certains n'avaient pas cette fenêtre. C'est surtout ceux qui sont sur tablette ou sur smartphone. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, parce que en fait, le chat ne marche pas pour vous pour une raison obscure. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, vous aurez mes coordonnées à la fin, et je pourrai répondre à votre question. Ok? Je ne voudrais pas vous laisser frustrer dans votre coin tout seul. Bon, alors merci Pierre. Donc Pierre me dit que ça lui a apporté quelque chose. Bon, très bien. Ok, oui, très intéressant. Merci. Très bien, écoutez, on va continuer alors. Donc le deuxième volet, c'était la protection des projets digitaux. Donc sur les projets digitaux, la particularité de ces projets-là, c'est qu'ils ont plusieurs composantes en fait. Plusieurs composantes qui n'ont pas forcément, entre guillemets, la même importance, la même valeur. Donc là, il est intéressant justement de savoir un peu quels outils vous pouvez utiliser et en fonction de votre projet, prendre les outils qui sont les plus pertinents finalement hein, pour le vôtre. Donc idéalement, il faudrait tout prendre, mais on n'a pas forcément les moyens illimités. Donc voilà, il faut vraiment choisir les choses. Le b.a.-ba, déjà hein, pour un projet digital, donc évidemment tout ce qui est informatique, le code informatique, peut être déposé au titre de droit d'auteur. Ça c'est important. Alors le droit d'auteur normalement existe voilà, d'emblée, sauf que quand vous ne pouvez pas prouver que c'est vraiment vous qui avez développé le code, c'est un peu compliqué. Donc là vous pouvez par exemple, donc en France il y a l'agence de protection des programmes, donc l'APP, par exemple, qui fait ce genre de protection. Donc en fait vous mettez votre code sur une clé USB, vous l'envoyez à l'APP, qui le met sous séquestre, et vous avez un peu comme une enveloppe solo, si vous connaissez le principe, vous avez une date de dépôt assurée. Et donc, en cas de litige, par exemple de quelqu'un qui aurait copié un bout de votre code, qui aurait volé, je ne sais quoi, vous pouvez prouver que vous aviez déposé, vous, ce code à telle date. Donc, si c'est antérieurement au vol, évidemment, si le problème se pose. Donc ça, c'est le b.a.-ba, ça ne coûte pas très cher à faire. Et ça sauvegarde votre droit de propriété intellectuelle, puisque en fait, en cas de conflit, ça
ça sert de preuve d'antériorité. Bien sûr, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si vous utilisez l'APP, par exemple, l'Agence de protection des programmes, avec ce code informatique, vous pouvez y associer toute la documentation technique et commerciale qui est liée à votre solution. Donc le manuel utilisateur, le cahier des charges des spécifications, éventuellement les plaquettes donc commerciales si vous en avez faites. Tout ça, vous pouvez le mettre aussi au titre de droit d'auteur avec votre code informatique, ce qui permet d'avoir une documentation de votre solution à un moment donné et puis de pouvoir vous y référer en cas de souci ou en cas par exemple, d'apport en société. Souvent, ce que je recommande à mes clients quand on doit évaluer donc, un apport, c'est de déposer en parallèle le code, les documentations, etc., qui se réfèrent à cette évaluation. Comme ça, en cas de contrôle ou des investisseurs qui posent des questions, vous pouvez remettre les deux en parallèle, parce que souvent les versions peuvent se perdre. Donc là, c'est intéressant. Et en plus, au sein de l'APP, vous pouvez gérer aussi ce versionning, donc les évolutions de version. Donc c'est plutôt intéressant comme démarche de gestion. Donc ça, c'est le B à bas qui ne coûte pas très cher et qui vaut le coup, voilà, pour anticiper certains conflits et qui crédibilise aussi votre démarche d'entrepreneur. Donc ça, c'est important. Ensuite, bien entendu, quand vous êtes dans une phase plus commerciale, la marque, le logo, le nom de domaine ont leur importance. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez exploiter votre solution, donc ce n'est pas réellement la valeur technique qui va prédominer, mais petit à petit, ça va être plutôt votre pouvoir commercial. Donc c'est la marque, le logo et le nom de domaine qui vont être le plus impactés par cette valeur de développement, enfin qui va porter. Enfin, voilà. Sur le projet digital, c'est la marque qui va petit à petit prendre le pas, surtout sur, voilà, si vous avez une grosse communication, un marketing qui est lié à votre projet digital. Alors qu'au départ, à l'amorçage, quand vous n'avez que la solution qui n'est pas exploitée commercialement, bien sûr, toute la valeur va reposer sur la technique et l'informatique. Mais petit à petit, voilà, le curseur dévie. Donc sur la marque, le logo, bien sûr, il y a le dépôt de marque qui fonctionne très bien auprès de l'INPI, qui n'est pas très cher comparé à un dépôt de brevet. Donc généralement, c'est 200 € pour le dépôt d'une marque en France en ligne, donc ça vous donne une idée. Et là, c'est vraiment intéressant de le faire, ne serait-ce que pour vous garantir finalement, alors pour faire une antériorité, hein, c'est pas parce que vous déposez une marque qu'elle est publiée et enregistrée que vous n'aurez pas de problème. Il y a peut-être des gens qui peuvent faire opposition, donc il faut vraiment faire une étude d'antériorité pour voir que vous n'enfreignez pas déjà des droits d'autres personnes qui auraient déposé des marques similaires. Parce que ce n'est pas des marques à l'identique qu'il faut seulement vérifier, c'est aussi des marques similaires, donc qui ont la même sonorité, la même apparence, enfin voilà, où il peut y avoir une confusion. Donc là, c'est important de bien choisir sa marque et son logo à ce niveau-là pour ne pas avoir de soucis. Donc il y a un caractère voilà, de pertinence juridique, de validité de la marque qui va entrer en ligne de compte pour que celle-ci puisse porter la valeur ensuite de votre projet. Donc ça, ce sont les deux piliers. Et ensuite, gravitent autour des projets digitaux, selon leur nature, différentes choses. Donc il peut y avoir le design d'interface et l'ergonomie, s'il y a une intelligence à ce niveau-là. Donc de l'interface homme-machine, comme on dit, ou de l'ergonomie. Hein. Apple a déjà déposé pas mal de choses, par exemple, sur les mécanismes de navigation sur les applications. Donc pourquoi pas vous? Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi recourir à des dépôts. Alors ça peut être sous forme de marque aussi, enfin de logo, si vous avez par exemple des pictogrammes intéressants, ou bien sous forme de dessins modèles aussi, qui peuvent, donc tout ça se fait auprès de l'INPI également, qui peuvent être utilisés dans ces cas-là. Et ensuite, tout ce qui est plus technique, j'ai envie de dire, tout ce qui est fonctionnalité, résultats techniques éventuels, éventuellement les hardware, donc ça c'est plutôt sur les objets connectés, les procédés, enfin s'il y a une innovation, une originalité dans ce que vous mettez en œuvre dans votre solution, là il peut être intéressant d'imaginer le brevet. C'est pas forcément le cas tout le temps, hein, c'est pas forcément très répandu, notamment en France, mais par exemple aux États-Unis, plus de choses peuvent être protégées au titre du brevet. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez envisager. Le brevet en termes de propriété intellectuelle, il est quand même bien au-dessus du reste. Donc là, ça peut être intéressant d'exploiter ça. Donc mais ça, c'est au cas par cas. Alors bien sûr, vous avez aussi les algorithmes, etc. Ça, les algorithmes, c'est pareil. Alors, ça peut être protégé en droit d'auteur, mais aussi,
par le secret. Hein. Si vraiment c'est la valeur qui sous-jacente, on va dire, de votre projet repose sur des algorithmes, des procédés que vous n'avez pas envie de publier, de rendre public, vous pouvez garder secret. Et là, ça demande aussi des démarches particulières. Donc voilà, il y a vraiment différents outils. Et bien entendu, les données qu'on ne peut pas oublier, les données qui sont liées à votre projet digital. Donc surtout que maintenant, si vous êtes bien au courant, au mois de mai 2018, il y a un règlement européen qui entre en vigueur sur les données personnelles, donc la gestion des données personnelles, où là, en fait, il faut vraiment prendre soin dans la conception de vos projets digitaux d'intégrer le privacy by design, comme on dit, donc c'est intégrer les paramètres de gestion des données personnelles qui soient, on va dire, conformes aux standards imposés par l'Union européenne via ce règlement. Donc là, c'est important. Et puis donc les bases de données, bien entendu, comportent à elles seules une valeur pour peu qu'elles soient donc respectueuses de ces réglementations, que les données soient bien générées par votre activité et qu'elles aient un intérêt en fait commercial et qu'elles puissent être exploitées d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est vraiment intéressant de aussi intégrer cette donnée-là. Donc vous voyez, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour protéger un projet digital, qui vont vous conférer certains droits et surtout asseoir vos droits, et qui, en cas de problème, c'est-à-dire si quelqu'un vous copie ou contrefait, vous pourriez avoir les moyens de le prouver. Ensuite, il y a certains outils qui sont plus forts que d'autres, comme la marque, le dessin, le modèle, le brevet, qui non seulement vont protéger votre exploitation, mais aussi vont interdire, enfin, vont vous donner un moyen de pression sur d'autres de ne pas faire comme vous, de ne pas trop vous copier de près. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le mettre en avant aussi. Donc voilà les différents moyens de protéger son projet digital. Donc, bien sûr, c'est du cas par cas à chaque fois. Il faut voir ce qui est intéressant de faire en fonction de vos moyens, de la stratégie de développement que vous souhaitez déployer et prendre les mesures adéquates. Donc là, logiquement, voilà, moi quand je fais des valorisations financières de projets digitaux, par exemple, je considère systématiquement ces aspects juridiques pour savoir si tout est bien verrouillé, tout est bien blindé à ces niveaux-là pour limiter les risques liés à l'exploitation de ces droits. Donc voilà sur ces aspects. Alors du coup, sur ce volet-là, est-ce que parmi vous, pour ceux qui gèrent des projets digitaux, vous avez déjà utilisé ces outils? Donc par exemple le brevet, je pense que c'est assez rare, mais imaginons. La marque, alors le nom de domaine généralement c'est quelque chose d'assez commun. Donc la marque et le dépôt du code source. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ça ou jusqu'à maintenant pas vraiment? Donc toujours pareil, la chatbox qui permet un petit peu de donner de la vie à ce webinaire. C'est tout l'intérêt. Donc est-ce que certains d'entre vous ont utilisé ce type de procédé? Donc par exemple notamment le dépôt du code source. Parce que le nom de domaine, j'imagine que c'est quand même évident. Donc plutôt marque et enveloppe solo. C'est déjà un bon début. Donc ouais, n'hésitez pas à envisager le dépôt du code source. C'est vraiment, c'est pas très onéreux et ça peut garantir tout souci avec des associés, des stagiaires qui passeraient par là, des salariés. Enfin, ça dépend bien sûr de votre structuration. Mais... Donc là, le CELO, dépôt MPI et nom de domaine, ok. Donc c'est l'enveloppe solo électronique, j'imagine. Protection de la marque et du nom de domaine, ok. Donc je vois que certains ont eu des problèmes de fonctionnement avec la chatbox. Ravi que ça fonctionne. Donc oui, l'enveloppe solo électronique. D'accord, bah écoutez, très bien. Bah écoutez, il y a déjà de bonnes pratiques en place parmi vous. Donc là, vous avez vu que le panel peut être un peu plus étendu. Donc en fonction de vos projets, voir ce qui est intéressant de mettre en place. Très bien. Et donc je vous ai déjà décrit un petit peu en quoi c'est important, mais est-ce que vous l'avez vraiment compris?
Est-ce que vous voyez l'intérêt de protéger avec ces outils-là ou pas du tout? Donc, j'imagine que ceux qui ont déjà fait ces démarches de protection ont une idée, mais pour ceux qui n'auraient rien fait, est-ce que là, ce que je vous ai dit, vous interpelle et vous dites, ouais, peut-être que quand même ça peut avoir un intérêt pour moi? Oui. Parce que c'est vrai que ça peut représenter un certain coût, mais globalement, il y a quand même certaines mesures qui ne sont pas si inabordables, inaccessibles. Surtout quand on veut faire quelque chose de son projet ensuite, c'est dommage de faire des économies à ce niveau-là. Très bien, bah écoutez, on poursuit alors. Alors le troisième volet, normalement, ne devrait pas vous poser plus de soucis que ça. Bien entendu, la valeur des projets digitaux repose beaucoup aussi sur leur exploitation. Si vous ne faites rien de votre projet, bah, il ne vaudra pas grand-chose. Par contre, s'il y a des perspectives d'exploitation commerciale, euh, bah, c'est ce qui va faire prendre de la valeur aussi à votre projet. Il ne faut pas se le cacher. Donc, il y a différentes voies de valorisation. Donc, soit on est développeur solo et on veut valoriser à son niveau, entre guillemets, on n'a pas forcément envie de devenir une société, de pousser des offres soi-même sous forme de société. En revanche, on est plutôt intéressé à céder son code, donc le vendre ou l'apporter à une société qui le fera peut-être aussi bien, voire mieux que nous. Donc, dans ce cas-là, vous avez donc alors, potentiellement l'exploitation commerciale directe, mais j'entends par là, vous êtes éditeur et puis vous vendez votre solution. Donc, si vous êtes en entreprise individuelle, vous pouvez très bien conserver ce statut pour le faire, ou vous pouvez en changer si c'est plus approprié. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction du développement de votre société et de votre activité. Si vous êtes personne physique, donc le mieux, c'est de structurer juridiquement votre activité. Et ensuite, donc, quand vous structurez votre activité et que vous comptez donc, déployer commercialement votre solution, donc soit vous apportez au capital directement d'une société, donc à la création. Donc là, généralement, la valeur est moindre parce que c'est la valeur technique qui va être concernée. Et dans ce cas-là, du coup, l'imposition sera plus faible sur la fameuse plus-value, enfin le produit de transaction dont on a parlé au début. Mais vous pouvez aussi décider de le faire plus tard, donc cet apport, et par exemple, en attendant, de concéder d'abord une licence. Alors, si vous exploitez vous-même, c'est entre vous-même, personne physique, et l'entreprise qui va exploiter, et qui peut être dirigée par vous-même. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez juste concéder une licence pour voir un petit peu comment ça va évoluer, voir si vous générez du chiffre d'affaires, s'il y a une attractivité, une traction, comme on dit, sur votre projet. Et à ce moment-là, voilà, quand vous commencez à vous déployer concrètement et que vous imaginez ouvrir votre capital, donc appeler les investisseurs, etc., vous pouvez dire, tiens, là, c'est le moment d'apporter mon logiciel ou enfin, mon projet digital, ma solution, au capital de la société et de le valoriser à ce moment-là, ce qui permet en fait d'augmenter vos fonds propres. Ça, on verra un petit peu plus tard. Et ça peut être plus attractif et plus favorable pour vous quand vous ouvrez votre capital. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui sont importantes. Donc quand vous êtes seul, voilà, structurez votre activité et ensuite, donc soit apporter la solution au capital tout de suite, soit temporiser cette démarche-là en faisant une licence entre-temps. Donc vous pouvez aussi faire une exploitation commerciale indirectement par des sociétés tierces. Je vais y arriver. Donc là, vous êtes plutôt en termes, voilà, vous posez en éditeur finalement. Donc soit vous vendez directement à la société qui est intéressée. Vous pouvez aussi l'apporter au capital si cette solution est envisagée. Et vous pouvez aussi concéder des licences, comme un éditeur le ferait, donc auprès de la réseau distributeur, en fonction de votre développement. Donc ça, c'est voilà, des différents moyens finalement de générer une activité commerciale autour de votre solution. Donc sans pour autant être une entreprise commercialement hyper dynamique, vous pouvez déjà faire quelque chose. Donc après, ou si vraiment vous mettez le paquet entre guillemets sur l'exploitation commerciale, donc que ce soit vous-même ou au sein de la société dans laquelle vous apportez cette solution, que ce soit sous forme d'apport au capital ou de licence, après il y a différents modèles d'affaires qui vont impacter sur la valeur. Donc en fonction du modèle d'affaires que vous allez mettre en place derrière cette solution,
eh bien l'impact sera différent. Donc bien sûr, les modèles d'affaires sont très variables en fonction des projets. On peut avoir de la vente directe, donc là on reste sous forme de licence, par exemple en mode SaaS, avec des abonnements, ce genre de choses. Vous pouvez avoir de la vente indirecte, donc avec des licences auprès d'un réseau de distributeurs et de partenaires qui se chargent ensuite de la diffusion. Après, vous pouvez privilégier l'open source, et dans ce cas-là, vous allez plutôt miser sur tout ce qui est support, formation. Ou alors vendre de la prestation de services sur les plateformes, donc notamment comme Airbnb, par exemple, qui vont se rémunérer plutôt sur l'intermédiation et prendre une commission sur les transactions. Et puis ensuite, il y a tous ces modèles qui sont un peu mis à disposition gratuite, freemium. Donc, que ce soit total ou partiel, généralement ça peut être sur des fonctionnalités limitées, puis entrer sur des abonnements premium, par exemple, avec des fonctionnalités payantes et plus avancées. Ou bien en complément aussi, on peut avoir une rémunération par la publicité et l'affiliation. Donc voilà différents modes, donc là ils ne sont pas forcément tous cités, mais différents modèles d'affaires qui permettent de générer du revenu grâce à votre solution digitale, mais qui n'auront pas le même impact financier forcément. Parfois vous allez générer, on va dire, du chiffre d'affaires à très court terme, parfois ça reporte le gain à plus tard. Donc voilà, tout ça va avoir un impact. Donc le business model est aussi important pour la valorisation de la solution, notamment dès qu'elle a pris, dès qu'elle est passée ce stade de développement commercial. Donc là j'ai des questions, je regarde un petit peu. Donc oui, réserver les liens personnels. Alors là c'est pour la protection. Réserver des liens personnalisables du type sur Facebook ou Twitter. Donc oui, en effet, c'est intéressant aussi de réserver ces pages entre guillemets sur les réseaux sociaux, en plus des marques, etc., des noms de domaine. Il y a aussi ce volet réseau social qui est important en effet. Et ensuite, pour la cession de licence en individuel, c'est la personne morale, le titulaire des titres. Alors, la concession de licence en individuel, quand vous faites une concession de licence entre vous-même, personne physique, imaginez, et une société, vous êtes toujours titulaire de votre solution en fait. C'est comme comme un appartement que vous louez en fait finalement. Vous avez un propriétaire qui loue son appartement, donc le locataire n'est pas propriétaire, il reste locataire. Donc en effet, quand on concède une licence, le propriétaire reste propriétaire, c'est simplement il donne un droit d'exploitation qui est limité, qui va définir les conditions de la licence, qui donne ce droit-là au licencié en l'occurrence. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question, Pierre. Donc voilà, donc le troisième volet, c'était l'exploitation, qui donne évidemment une valeur, au-delà, bien sûr, de la valeur technique de la solution digitale. Une solution qui ne va pas être exploitée commercialement, qui fera 0 € de chiffre d'affaires ou qui ne fera pas de marge, va être moins bien valorisée qu'une solution qui est peut-être moins performante techniquement, mais qui a trouvé son marché. Donc ça, c'est aussi important d'avoir ça en tête, notamment quand vous vous associez. Souvent, on a des conflits à ce niveau-là quand il y a un apporteur, donc un développeur qui apporte une solution digitale et qui s'associe par exemple avec des commerciaux. Le développeur, lui, il estime avoir développé toute la solution de l'entreprise et on le comprend bien. Il a mis tout son temps, son énergie dans cette solution-là. Toutefois, s'il apportait lui seulement ça et que les commerciaux ne faisaient pas leur travail, et bien voilà, la solution en soi, sa valeur ne se développerait pas, voire elle en perdrait parce que justement elle ne trouve pas son marché. Donc du coup, il faut trouver un accord justement entre la part apportée par la solution technique. Donc c'est là l'intérêt, si elle est vraiment originale, qu'elle a quelque chose d'innovant, ça peut être intéressant d'avoir du brevet derrière, par exemple. Mais si réellement c'est une solution digitale, on va dire un peu commune, sa valeur technique va s'amoindrir avec le temps, c'est plutôt le commercial qui va prendre le pas sur sa valeur ensuite. Donc là, c'est aussi, même au niveau stratégie de l'apport, pour valoriser, c'est important de l'avoir en tête. Donc voilà. Donc j'ai répondu à votre question, Pierre, je suis contente. Voilà, merci. Donc voilà sur cette partie exploitation. Donc je pense que c'est assez clair pour vous, mais dites-moi si ça ne l'est pas, si ça ne vous paraît pas si évident que ça. C'est vrai que généralement, quand on a la casquette du développeur informatique, on ne comprend pas forcément tout de suite ça. Mais voilà, quand on a l'expérience de l'entrepreneuriat, on finit par le comprendre assez frais.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment essentiel. En plus, bien sûr, hein, du juridique, mais le juridique ne fait pas tout, hein, c'est toujours pareil. Donc dernier volet, la valorisation. Donc là, je vous en ai quand même parlé dans chacun des sujets. Donc on a beaucoup parlé d'apport au capital, notamment, dans ces solutions digitales. On a parlé aussi de vente. Donc dans tous ces cas-là, en fait, à un moment donné, on se pose la question de la valeur de cette solution digitale. Donc, dans tout process de vente, de négociation autour d'un prix, c'est toujours pareil. Soit vous vous sentez à l'aise et vous le faites en direct et vous arrivez à vous mettre d'accord. Sauf que dans le cas de l'apport, c'est un peu différent puisque généralement, comme je le disais tout à l'heure, il y a un commissaire aux apports, la plupart du temps, qui doit venir avaliser la valeur que vous allez mettre dans la société pour pas qu'il y ait d'abus, hein, pour pas que la valeur soit sous-estimée ou surestimée. Parce que ça crée en fait des différences et des déséquilibres autour du partage de l'actionnariat. Tout bêtement, c'est pour ça. Donc il faut que ce soit verrouillé finalement. Donc dans ce contexte-là, généralement, il y a un tiers qui doit valoriser, apporter, enfin, voilà, argumenter de la valeur de ce qui va être apporté à la société. Et ça peut être aussi le cas lors d'une vente. Hein. Si vous voulez être à l'aise sur une vente, ça peut être aussi intéressant de le faire. Donc à quoi ça sert l'apport? Généralement, y a pas mal de choses positives autour de l'apport. Enfin, on va dire, c'est un acte stratégique qui peut être favorable dans certaines conditions. Donc le premier, c'est que ça renforce les fonds propres. Quand on dit ça, c'est simplement ça augmente en gros le capital de l'entreprise. Donc quand vous êtes par exemple dans une société individuelle, enfin je sais pas, en SAS unipersonnel ou peu importe, et que vous avez un capital de 10 000 euros dans le meilleur des cas, vous n'avez pas forcément le même poids dans des négociations sur le marché que si vous pouvez afficher un capital à 300 000 euros, par exemple. Donc à ce niveau-là, ça peut vraiment avoir une incidence hein, pour ouvrir des portes, que ce soit des portes de partenaires ou d'investisseurs. Donc vous renforcez votre crédibilité, ça c'est le premier point. Ensuite, quand vous faites l'apport en capital hein, de votre société avant d'ouvrir votre capital à d'autres, vous allez limiter mécaniquement la dilution des associés historiques. Puisque voilà, quand on rentre au capital d'une société de 10 000 euros avec un apport de 50 000, bah, tout de suite vous imaginez bien que ça crée des soucis au niveau des premiers actionnaires. Alors que si vous êtes à 300 000 et que quelqu'un apporte 50 000, le déséquilibre est quand même pas tout à fait le même. Donc du coup, voilà, y a un effet de limitation de la dilution. C'est pour ça que généralement, moi, je vais vous conseiller de faire cet apport avant d'ouvrir le capital, avant que ce soit les investisseurs qui vous demandent de le faire à leurs conditions. Donc là, vous le ferez au vôtre et vous mettrez déjà tout le monde d'accord autour des associés historiques et vous serez comme ça un bloc face aux prochains investisseurs. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, comme ça touche au capital de la société et à ses fonds propres, ça peut permettre d'obtenir des aides financières plus importantes. Certaines aides, je crois que Bpifrance notamment, sont conditionnées à une assiette, à un seuil maximal constitué des fonds propres. Donc à un moment donné, voilà, quand vos fonds propres affichent 300 000 euros plutôt que 10 000, c'est pareil, ça donne un peu d'oxygène. Alors, c'est pas forcément systématique. Hein. Parfois, Bpifrance, par exemple, peut creuser et se dire, bah non, vos fonds propres, c'est pas vraiment du cash, etc. Mais bon, quand l'apport a été fait il y a déjà 1 ou 2 ans, déjà, ça commence à ne plus vraiment se voir. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, pareil, si vous faites du développement de projets de solutions digitales, mais qui s'inscrivent dans le cadre de projets de recherche ou d'innovation, là, vous pouvez aussi entrer ces frais, entre guillemets, ces investissements dans vos assiettes de crédit impôt recherche et innovation. Hein, parce que c'est normalement immobilisé, c'est amorti, et donc ça rentre normalement dans ces assiettes-là. Donc ça peut augmenter mécaniquement ces crédits d'impôt. Et ensuite, selon votre situation comptable et fiscale, comme c'est indiqué, vous pouvez intégrer ces actifs au bilan. Et voilà, votre comptable pourra vous dire si c'est intéressant de le faire dans vos cas, dans vos situations ou pas, mais généralement, voilà, ça peut être aussi un levier stratégique au niveau comptable et fiscal. Donc voilà. Donc tout l'intérêt, en fait, par rapport à cet apport, c'est d'avoir le bon timing. Hein. Donc si vous envisagez de pouvoir avoir accès à ce levier-là plus tard, par exemple avant l'entrée d'investisseurs, hein, vous avez déjà en tête de faire une start-up, de vous développer, d'ouvrir un jour le capital, ça peut être bien de garder cette option d'apport de la solution sous le coude.
Hein, mais pour ça, donc, en effet, parce que pour faire un apport, il faut que le logiciel, enfin, la solution digitale, soit à l'extérieur de la société, hein, que la société n'en soit pas propriétaire au départ, pour qu'ensuite on puisse l'intégrer. Donc c'est pour ça, ça s'anticipe. Euh, voilà, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, si ce n'est autre chose dans le cadre de ce webinaire notamment. Donc voilà. Alors ensuite, imaginons que ce logiciel, cette solution ne soit pas à l'extérieur de la société. Donc finalement, il n'y a pas d'apport possible. Donc le logiciel est déjà propriété de l'entreprise. Dans ce cas-là, alors il peut être nécessaire de solliciter quand même une évaluation, valorisation financière de votre solution, notamment dans différentes opérations capitalistiques. Hein. Si vous devez par exemple trouver des arguments auprès de partenaires, d'auditeurs, d'entrepreneurs, d'acquéreurs, d'investisseurs potentiels, voilà, vous pouvez avoir besoin de ça. Parce que dans la vie de la société, ce n'est pas nécessairement inscrit dans le bilan de l'entreprise. Par exemple, tous ces projets que vous avez pu développer en interne ne sont pas forcément au bilan, mais peuvent apporter de la valeur à votre société, et donc il peut être intéressant de les valoriser. Donc à ce moment-là, voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez aussi, donc comme j'en parlais, là, vous avez en tant que société parfois des productions numériques en interne, donc des projets qui donnent lieu à des solutions digitales, mais que vous exploitez seulement en interne sans vraiment les commercialiser à l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous pouvez immobiliser ces développements. C'est de la production immobilisée, et ça rentre dans le produit d'exploitation de la société. Et comme ça, vous pouvez l'inscrire au bilan de votre entreprise et ça va rentrer mécaniquement dans le calcul de sa valeur. Voilà, donc ça, ce sont des outils qui peuvent être utiles, notamment pour les entreprises qui sont déjà instituées, pour les éditeurs de logiciels qui ne développent pas forcément que des solutions qui sont tout de suite mises sur le marché. Voilà, donc ça peut être intéressant de l'avoir en tête également. Donc bien sûr, faire une évaluation représente un coût, donc il faut qu'il y ait un intérêt à le faire. Il faut qu'il y ait un impact avantageux sur l'entreprise à terme, donc que ce soit au niveau de sa stratégie financière ou capitalistique. Voilà. Il faut que cette valorisation puisse servir à quelque chose et faire gagner alors, soit de l'argent, soit des contrats. Hein, enfin bref, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc tout n'est pas perdu si la solution digitale est à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est vrai que ça vous donne un levier en moins, malheureusement. Donc c'est pas mal quand on peut le faire de le laisser à l'extérieur un petit moment, concéder une licence et ensuite la porter au bon moment. Voilà. Donc en valoriser, donc j'en ai déjà un peu parlé, mais ça vous permet de restituer un peu les choses. Donc vous pouvez le faire en création d'une société ou d'une filiale, hein, quand vous voulez par exemple détacher une activité d'une entreprise déjà existante, quand vous envisagez d'ouvrir le capital à d'autres, quand vous recherchez des financements ou des partenaires, quand vous voulez vendre ou transmettre votre société, quand vous voulez vendre votre logiciel à un tiers, tout bêtement, voire en acquérir un hein, aussi, quand vous voulez acquérir un logiciel, imaginons, vous pouvez aussi envisager de faire une valorisation de ce logiciel-là pour être sûr de payer le juste prix. Et ensuite, ça peut aussi des événements comptables, en termes de clôture, où il faut réévaluer des actifs. Enfin, voilà, il y a plusieurs cas de figure où une valorisation peut être nécessaire du coup, sur vos solutions. Et ensuite, c'est une question de bon timing. Comme je vous le disais, surtout sur le cas de l'apport, vous pouvez choisir soit d'apporter tout de suite votre solution digitale à une société, mais vous n'êtes pas certain qu'il y aura un succès commercial derrière, et vous perdez vos droits de propriété si vous faites cet apport en capital. Soit vous décidez de garder vos droits de propriété pour vous, de concéder une licence en attendant de voir ce que ça donne commercialement, et s'il y a un succès avec des perspectives d'ouverture de capital, etc., vous apportez ensuite la solution. Et comme ça, tout le monde est à peu près gagnant. Et les impôts aussi un peu. Sauf si vous avez bien cadré au départ, comme je dis. Donc voilà pour ça. Donc finalement, c'est au cas par cas, vous verrez en fonction de votre projet, en fonction de votre stratégie de développement de votre activité, des contraintes que vous pouvez avoir au niveau personnel, en fonction de votre situation patrimoniale ou vos contraintes aussi professionnelles, hein, parce que vous avez une urgence entre guillemets à vous associer avec des personnes. Et puis bien sûr les considérations fiscales, que ce soit à votre titre personnel ou au titre de l'entreprise. Donc en fait voilà, il faut bien connaître tous les scénarios que vous pouvez mettre en place, étudier leurs impacts et puis du coup, prendre vos décisions en bonne connaissance de cause. Ça c'est vraiment le point essentiel et souvent ce sont des éléments qui dépassent complètement les porteurs de projets digitaux. Donc c'est pour ça que je pensais que ce webinaire pouvait être utile pour avoir ces idées-là en tête.
Donc voilà, ensuite. Et puis alors, comment valoriser pour ceux qui se posent la question? Ok, d'accord, mais comment on donne une valeur à un projet digital? Donc, comme je disais, ça va dépendre de sa maturité. Déjà, est-ce qu'il a une vie commerciale ou pas? Mais de toutes les façons, on doit considérer plusieurs choses. Évidemment, les éléments techniques, hein, les langages employés, les lignes de code, etc. Enfin voilà, comment le logiciel est structuré, enfin, son architecture, son niveau de sécurité, enfin, plein de choses comme ça. Est-ce qu'il utilise de l'open source ou non, et compagnie. Les éléments de marché aussi, donc comment il se positionne, donc la solution se positionne comment sur son marché, quelle part de marché, enfin, voilà, quelle réponse elle apporte finalement au client qu'elle cible, les éléments juridiques dont on a parlé, évidemment le business model et puis les éléments financiers qui vont découler de l'exploitation commerciale, mais aussi on va considérer les risques, les incertitudes qui sont liées à l'exploitation, au juridique, etc. Donc on va vraiment considérer tout ça. Et aussi le niveau de contribution du logiciel, puisque bien sûr, il n'y a pas que le logiciel qui contribue à la valeur d'une société, notamment, donc, enfin, au flux d'activité, au flux de revenus d'une société. Donc, on va essayer de définir, c'est ce qui est le plus délicat finalement, à quel niveau contribue le logiciel dans le fait que la société fait de la marge ou fait du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. Et ensuite, bah, il y a différentes méthodes qui vont être privilégiées ou combinées entre elles. Donc, il y en a qui vont être basées sur le coût de conception, de remplacement de la solution. Donc là, on va vraiment se baser, on va dire, sur l'aspect technique et on va faire abstraction du commercial. Et les deux autres méthodes, donc celles basées sur les revenus et celles qui sont liées à la comparaison des données de marché, donc des transactions similaires, vont être plutôt basées sur le développement commercial de la solution. Donc après, il s'agit de trouver le juste milieu en fonction de la maturité, du contexte, de l'opération. Donc voilà pour ceux qui se poseraient cette question. Voilà un bout de réponse. Et ensuite, bien sûr, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de formule magique que je puisse vous donner, malheureusement. Donc voilà. Mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour y répondre. À ce propos, je regarde un peu où on en est. Parce que alors vous les voyez peut-être pas, mais j'ai reçu quelques messages privés. Donc du coup, je les lis, je me permets. Je pensais à se faire un pour continuer à percevoir les redevances après la vente de la société. Alors oui, alors Pierre, la question n'est pas forcément très claire. Donc on était sur la concession de licence individuelle, c'était une question au préalable. Est-ce que la personne morale est titulaire du titre? Donc on avait dit que si elle était juste la licenciée, elle n'était pas propriétaire du titre, n'est-ce pas? Et qu'ensuite, si vous voulez continuer à vous faire rémunérer sous forme de licence après la vente de la société, ça peut être possible, mais généralement, alors dans ces cas-là, généralement, quand il y a quelqu'un qui va racheter la société, qui est licencié d'un logiciel, en fonction de la nature de la licence, évidemment, ils vont faire en sorte au maximum d'intégrer ce logiciel-là dans la société pour qu'elle en soit titulaire, surtout si ça verrouille une grosse partie de son activité. Donc ils vont peut-être négocier le fait d'être titulaire justement des titres, enfin des titres de propriété. Si ce n'est pas le cas parce que le logiciel ne peut pas être cédé comme ça, dans ce cas-là, oui, vous pouvez normalement réitérer la licence, même si l'entreprise a été revendue. Et ça peut même être prévu d'ailleurs dans les conditions de la licence initiale. Donc, en cas de revente de la société, la licence est maintenue. Voilà, donc contractuellement, tout peut se prévoir en fait. Hein, donc normalement, vous pouvez continuer à percevoir des redevances selon les termes de la licence. Et si vous n'avez pas transféré vos droits de propriété à cette société, et si la licence n'est pas maintenue, là, a priori vous êtes titulaire des droits et la société n'a aucun droit d'exploiter ce logiciel. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Pierre, mais dites-moi. Donc voilà, je crois qu'on a fait toutes les. Voilà, on a fini les 4 axes stratégiques de ce webinaire. Donc j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Si certaines étaient plus utiles que d'autres, n'hésitez pas à me le préciser en chat. Hein, ça me permettra peut-être d'y accorder plus de temps si j'ai pas suffisamment développé aujourd'hui. Déjà qu'on a dépassé l'heure prédite au départ.
L'heure prévue, je raconte n'importe quoi. Ouais, j'avais visé 1 heure, on est déjà à 1h09, donc j'essaie de pas trop dépasser. Donc si vous avez trouvé ces informations utiles, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Donc ensuite, j'espère aussi que vous avez vu quel était l'intérêt de considérer ces différents points, hein, au-delà donc des aspects techniques que vous maîtrisez habituellement, des aspects métiers. Donc ces petits aspects un peu qui peuvent venir vous gâcher quelques opérations, donc les avoir en tête pour en tirer le meilleur parti ensuite. Et puis ben, j'espère voilà, que ces bonnes pratiques-là, vous allez vous les approprier et essayer d'en mettre en œuvre au moins un bout. Voilà, pour vraiment tirer le meilleur parti de vos solutions digitales et surtout éviter les mauvaises surprises. Voilà, dites-moi si c'est OK pour vous. Dites-moi aussi, bon, si vous avez des questions, bien entendu, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser la chatbox. Ok, donc merci Pierre, c'est gentil. Donc si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, en plus de ces slides, sachez qu'il y a un guide stratégique hein, qui est dédié aux projets digitaux, qui détaille tous ces conseils et même d'autres choses qui peut vous être utile. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon donc sous format Kindle à 6,99 €. C'est un tout petit prix, normalement c'est abordable. Donc là vous avez tout ce qu'on a vu dans le webinaire en format approfondi avec des rubriques vraiment rédigées par des experts sur chacun des domaines. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir ça sous le coude à vous y reporter et on pourra utiliser le lien pour chercher, etc. Voilà, donc il y a vraiment toute la boîte à outils nécessaire et justement qui dépasse ce que vous maîtrisez habituellement. Si le format Kindle ne vous arrange pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais voir pour vous envoyer un PDF. D'accord. Donc n'hésitez pas non plus. C'était clair, merci. Merci Julie et David pour votre feedback, c'est sympa. Donc, estimez-vous aujourd'hui, pour ceux qui sont toujours là, qui sont restés parmi nous, estimez-vous aujourd'hui que les projets digitaux constituent une valeur clé de votre activité. Donc j'imagine que si vous avez suivi jusque-là, a priori c'est que oui. Donc dans ce cas-là, pour ceux qui sont vraiment impliqués dans ces sujets-là, en petit bonus pour récompenser ceux qui sont restés, il y a 2 petits codes de réduction entre guillemets. Si vous voulez aller plus loin et si je peux vous aider en fait sur vos projets. Donc, est-ce que j'ai gagné quand même le droit de vous dire pour ceux qui sont restés 2 petits mots juste pour vous expliquer un peu ce que je fais au sein de Finantis Value et de Neurol Innovation. Dites-moi, c'est vous les maîtres. Donc, si je peux vous dire 2 mots, vous me dites oui, ok, vas-y. Sinon, ben, tant pis, je ferme. D'habitude, j'ai une réponse, c'est du genre oui, mais alors vite. Ok, c'est sympa. Donc déjà, je dis oui. Alors ça, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ce que je fais, comme ça, vous verrez un petit peu pourquoi je vous raconte tout ça. Donc, très brièvement, au sein de Finantis Value, donc, qui est une filiale de Neurol Innovation, on accompagne les entreprises et les porteurs de projets sur tout ce qui est audit et conseil stratégique, mais pour mieux valoriser les projets. Alors, ça peut être des projets digitaux, comme je disais en début de webinaire, ou des projets entrepreneuriaux divers et variés, ça peut être du service, etc. Alors moi, j'ai une affection particulière pour les projets qui ont une dimension technologique, mais mes associés traitent aussi bien tous les sujets qui sont liés au service, même sur des environnements traditionnels. Donc, on intervient sur voilà, comment mieux valoriser finalement ces activités-là, notamment par exemple sur des PME qui ont des problématiques de cession, transmission. Voilà, c'est comment on fait en sorte que la mariée soit sympa, mais sans tricher en fait. Hein. C'est justement lui donner des billes pour mieux valoriser son activité. Donc et aller au-delà du bilan comptable, le sacro-saint qui permet de valoriser les sociétés et qui occulte bien souvent des choses qui ont été développées qui sont plus cachées à l'intérieur des sociétés. Donc ça peut être une forme d'accompagnement et bien sûr vous l'aurez compris certainement que nous réalisons des évaluations financières des actifs immatériels et des entreprises. Donc quand je dis actifs immatériels, c'est un nom un peu technique, mais bon, grosso modo, tout ce qui est brevet, actifs technologiques, hein, donc,
généralement brevetées, mais ça peut être aussi lié au secret, les marques, les logiciels, toute solution digitale. Voilà. Nous réalisons ces évaluations financières donc en cas de besoin. Donc on intervient beaucoup en cas d'apport en société, d'ouverture au capital, également en session de transmission, mais aussi en cas de conflit, ça arrive. Donc c'est pas forcément les situations les plus sympas, mais ça nous arrive. Donc voilà, ça c'est pour Finantis Value, donc qui est très comptable dans l'âme, entre guillemets, très finance. Et sur No Wall Innovation, là on traite plutôt vraiment de projets innovants. Donc toujours pareil, avec une dimension quand même technologique généralement, mais pas nécessairement. Où là je vais accompagner les entreprises. Alors, moi j'ai plutôt une fibre PME, une petite société, voire ETI. Je travaille très rarement pour les grands comptes, ça m'est arrivé dans le passé, mais c'est pas ce que j'affectionne le plus. Donc là où j'accompagne en fait les dirigeants à trouver de nouvelles idées, essayer d'initier des projets, aider rapidement leur mise en œuvre, voir si c'est intéressant de mettre de l'énergie là-dessus ou pas, les assister dans la conception, le pilotage, la validation, le positionnement aussi des business models, enfin voilà, tout ça. J'accompagne également de façon très opérationnelle dans la recherche de partenariats, généralement liés à l'innovation. Ça peut être par exemple des partenariats de licence. Alors voilà, quelqu'un qui a un brevet et qui cherche à le faire exploiter dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres pays, eh bien, ça peut être une forme de recherche de partenariat. Ou inversement, quelqu'un qui recherche une technologie à exploiter, c'est aller chercher pour cette société, justement, quelle technologie elle pourra exploiter et négocier l'intégration de cette technologie, donc sous forme de licence ou d'acquisition de droits, tout simplement, de propriété intellectuelle. Donc voilà les différents cas de figure. Puis on fait aussi une activité de formation autour de tous les sujets liés à la stratégie, l'innovation, la valorisation, l'entrepreneuriat. Donc voilà un petit peu les deux casquettes que j'ai au sein de ces deux sociétés. Donc voilà, ça vous dit un petit peu ce que je fais. Et pour ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'à la fin et pour les remercier, au cas où ça vous intéresse d'aller plus loin et de bénéficier d'un outil de recommandation stratégique sur mesure pour vos projets, donc pour mieux structurer, protéger, exploiter, valoriser ou pour vous mettre en relation aussi avec des expertises adéquates en fonction de ce qu'on pourra se dire en termes de recommandations, eh bien n'hésitez pas à me solliciter. Pour un rendez-vous donc d'audit de recommandation. Alors, il y a un petit code pour faire genre, mais voilà, avec Digistrat, et vous aurez un petit prix pour faire le point vraiment sur mesure sur votre projet. Donc n'hésitez pas, si le besoin s'en fait sentir, à y faire référence. Et puis si vous avez un besoin plus approfondi sur l'évaluation financière ou la recherche de partenariat, parce que vous êtes dans ce contexte-là aujourd'hui, avec le code Digival, vous avez moins 15% sur les tarifs que l'on fait habituellement, donc uniquement pour ceux qui assistent au live. Donc voilà, il faut récompenser ceux qui ont pu tenir jusqu'au bout. Donc je tenais à le faire. Donc j'espère que ça pourra éventuellement vous servir. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez mes coordonnées là. Généralement, je suis très accessible, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux ou quoi ou qu'est-ce. Donc si vous avez des questions qui vous viendraient en fonction de situations qui peuvent être amenées à évoluer pour vous, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir à vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas pu utiliser cette maudite chatbox, pareil, n'hésitez pas à utiliser mon mail. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu, en tout cas, à des questions que vous posiez, à des questions que vous ne vous posiez pas. Si vous en avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, je prends quelques minutes pour y répondre en plus. Et puis sinon, écoutez, je vous invite à passer une bonne fin de journée